voudrais commencer par remercier l'Institut Schiller de m'offrir l'opportunité de présenter des travaux réalisés à l'Université François Rabelais, travaux publiés en anglais dans l'International Journal of Modern Physics et en français par Alma Michel. Les résumés pourraient se ramener à répondre à la question: le climat réel valide-t-il les modèles de climat virtuel? Nous verrons en particulier que l'alarmisme climatique n'est pas fondé sur les mesures, mais exclusivement sur les projections de modèles de climat jusqu'à la fin de ce siècle. D'où l'importance de la question: sont-ils validés par les observations? La Banque mondiale, grande spécialiste du climat, comme chacun sait, a récemment chiffré le coût de la lutte contre les émissions de dioxyde de carbone, le fameux CO2, émis par combustion des ressources fossiles, charbon, pétrole, gaz naturel et gaz de schiste. Le coût de cette lutte, selon la Banque mondiale, atteindrait 89 000 milliards de dollars, autrement dit 16 milliards par jour d'ici 2030. Cet effort considérable est censé contenir un réchauffement de notre planète par effet de serre en dessous du seuil de 2 degrés. Face à un tel enjeu, une première démarche toute simple consiste à vérifier si dans un passé récent, les émissions de CO2 ont bien provoqué une hausse de la température. Vous l'avez sous les yeux, et la corrélation est loin d'être évidente, puisque la température baissait lorsque les émissions ont commencé à accélérer, et que la température montait tout autant entre 1910 et 1945, de 0,6 degrés, alors que les émissions étaient encore faibles. Autant donc que de 1970 à 1998, alors que les émissions étaient alors 6 fois plus élevées. La corrélation est quand même loin d'être frappante. Quels sont les gaz à effet de serre? La réponse est simple. Ceux dont la molécule est constituée d'au moins 2 atomes différents. Le principal est la vapeur d'eau. De très loin. Arrive loin derrière le CO2. Sa concentration dans l'air est passée en un siècle de 0,03% à 0,04%. Quel peut être l'impact de cette augmentation sur la température de la Terre? Plus précisément, quel en a été l'impact sur la température ici mesurée par satellite vers 17 km d'altitude? Pourquoi cette altitude? Parce que c'est dans la partie haute de l'atmosphère, donc dans la basse stratosphère, là où la pression atmosphérique est plus faible, que la théorie de l'effet de serre atmosphérique prévoit la signature la plus nette. En revanche, à la surface de la Terre, la pression est plus élevée et l'effet est déjà presque saturé. De fait, la température n'augmente plus de façon significative ou mesurable dans les limites de l'incertitude expérimentale depuis presque 20 ans. Dans la période de 1993 à 2015 que vous avez sous les yeux, le taux de CO2 dans l'air
est passé de 355 millionièmes, on dit aussi ppm pour partie par million, à 400 ppm, soit presque la moitié du total des émissions depuis le début de l'ère industrielle au XIXe siècle. Quel en a été l'impact sur la température? Vous le voyez, nul. Aucune évolution mesurable n'est constatée. Conclusion, la théorie de l'effet de serre atmosphérique n'est pas vérifiée par les mesures. Et c'est sur cette théorie non validée que sont basés les modèles de climat qui prévoient un réchauffement de la planète. Comme le disait le prix Nobel de physique Richard Feynman, si une théorie n'est pas vérifiée par l'expérience, elle est fausse. Peu importe qui l'a proposée, si elle n'est pas vérifiée par l'expérience, elle est fausse. Un réchauffement a-t-il été observé à la surface de la Terre? Oui. Mais il est pour partie, au moins, dû à une composante cyclique. On a passé le dernier sommet de ce cycle de 60 ans, et maintenant, la température commence à légèrement redescendre. C'est ce que montre un zoom sur les toutes dernières mesures du Hadley Center britannique, en les recoupant par les mesures effectuées par différents satellites dans le grand carré en dessous. Aucun modèle de climat repris par le GIEC, donc c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, n'a prévu cette évolution négative. Bon, mais reconnaissons que la tendance mesurée reste encore en deçà de l'amplitude des fluctuations, de l'incertitude, à suivre donc. Les médias, toujours prompts à annoncer un record, nous ont-ils annoncé le dernier record de superficie de banquise antarctique, pulvérisé le 21 septembre dernier? Il a battu le précédent record de 2013 d'une quantité égale à la superficie de la France. Pourquoi ce silence? La banquise arctique avait fondu jusqu'en 2012, normal, on avait passé le sommet du cycle, chaud. Mais regardez comme le volume de glace, ce sont les carrés bleus, les rectangles bleus, le volume de glace, à son minimum, à la fin de l'été, s'est reconstitué rapidement ces 2 dernières années, alors que les alarmistes, Al Gore en tête, prévoyaient leur disparition dès l'été dernier. En réalité, la superficie totale de banquise, c'est la courbe en bas à gauche, la superficie totale de banquise est redevenue excédentaire par rapport à la moyenne depuis 2 ans, 2 ans et demi, contredisant les modèles repris par le GIEC. En effet, où est l'impact des émissions de CO2 puisque la superficie de banquise est redevenue excédentaire 2 siècles après le début des émissions? Ce cycle d'environ 60 ans se manifeste ainsi non seulement sur la température, sur les banquises, comme nous venons de le voir, mais aussi sur la hausse du niveau des océans. Les données sont celles de la figure 3.14 du rapport AR5 du GIEC, ici simulé par le cycle de 60 ans. Dans mes 2 rapports successifs envoyés au GIEC, début 2012 puis fin 2012, je lui ai adressé les références sur ce cycle, publié dans des revues internationales à comité de lecture. C'est donc en parfaite connaissance de cause que le GIEC a fait le choix de ne pas tenir compte de la variabilité naturelle. Dans son rapport en sciences, ça s'appelle du cherry picking, du tri sélectif. Ce n'est pas considéré comme vraiment de la science. Alors,
Parce qu'ils ignorent ce cycle, les modèles CMIP3 et CMIP5 repris dans le rapport du GIEC sont évidemment incapables de seulement retrouver le climat passé, et en particulier la hausse de température de 0,6 degrés entre 1910 et 1945. C'est flagrant. Ils divergent aussi des observations depuis le début de ce siècle, comme nous allons maintenant l'examiner en détail. Première remarque. Regardez ce fouillis de spaghettis. Les modèles ne sont pas du tout d'accord entre eux, y compris ceux reprenant le même scénario d'émission. Deuxième remarque. Comme la température n'a pas augmenté depuis la fin du siècle dernier, leurs projections sont systématiquement au-dessus des mesures. Enfin, aucun modèle n'a prévu le léger déclin de la température mesuré par les outils les plus précis, les satellites, depuis 2002. Si ce déclin se poursuit, et surtout s'amplifie, gageons que les modélisateurs du climat auront un sérieux problème. Et sans doute plus encore les politiques qui ont tout misé sur les prédictions du GIEC. Les modèles envisagent différents scénarios d'émissions de CO2. Mais que nous apprennent les mesures en ce domaine? Elles montrent que l'augmentation annuelle du CO2 dans l'air est très variable d'une année à l'autre. Elle peut n'être que de 0,1% ou atteindre 0,75%. L'augmentation annuelle est faible lorsque la Terre est momentanément plus froide. Elle est beaucoup plus forte lorsque la Terre est sous l'influence d'une fluctuation de température chaude, comme El Niño. La courbe bleue représente les fluctuations de température. Les fluctuations de l'augmentation du CO2 en vert les suivent comme leur ombre, avec un retard de 9 à 11 mois. Alors, sans rentrer dans les interprétations possibles de ce phénomène que le GIEC se plaît à ignorer, même lorsque le relecteur critique que j'étais l'invite à le discuter, quelle est l'augmentation moyenne annuelle du CO2 dans l'air? Environ 0,5% par an depuis 20 ans. À ce rythme, le taux de CO2 dans l'air sera loin d'avoir doublé à la fin de ce siècle. La sensibilité climatique, en anglais Transient Climate Response, TCR, est définie comme l'élévation de température en cas de doublement du taux de CO2 dans l'air. Le GIEC rapporte qu'elle serait comprise entre 1 et 2,5 degrés. Mais la figure 1125b du rapport considère la valeur basse, c'est le petit trait noir, comme la plus probable. Ce jugement n'est toutefois pas reporté dans le résumé à l'attention des décideurs. 3 articles plus récents que le rapport AR5 rapportent une sensibilité climatique comprise entre 0,6 et 1,4 degrés, encadrant ainsi la valeur basse du GIEC. Au rythme actuel de hausse de 0,5% par an du CO2 dans l'air depuis 20 ans, un calcul tout simple indique une augmentation de température comprise entre 0,3 degrés et 0,6 degrés d'ici 2100. Y a-t-il vraiment matière à hurler à la catastrophe? Entre vendredi 5 juin et samedi 6 juin, la température en France a chuté d'environ 15 degrés en 24 heures. Le vent du sud a tourné au nord. Les femmes, en jolies toilettes légères, ont remis un pull à la nuit tombée. Mais ressentirions-nous vraiment une hausse virtuelle sur un siècle comprise entre 0,3 et 0,6 degrés? Le réchauffement réel a pris fin. Les émissions de CO2, qui, elles, continuent
au même rythme, donc de 0,5% par an, ne peuvent donc plus en être accusés. Qu'à cela ne tienne, tel le bouc émissaire, on accuse le CO2 de tout et n'importe quoi. Des tempêtes, des ouragans, des sécheresses, des inondations, des vagues de froid aux États-Unis et au Canada. Et même, dans l'enthousiasme du moment, des tsunamis et des tremblements de terre, pour faire bonne mesure. Pourtant, les mesures montrent que l'énergie cyclonique, c'est la courbe du bas, l'énergie cyclonique cumulée a tendance à décroître, comme on le constate depuis 20 ans. Torricelli a inventé le baromètre il y a 3 siècles. Il a vite remarqué qu'une pression faible annonçait la pluie, qu'une pression plus faible encore annonçait du vent et de la tempête. Pour une pression moyenne, le temps reste incertain, variable. En revanche, une pression élevée laisse augurer un beau temps stable. L'aurions-nous oublié ? Un ministre avec lequel je débattais sur RTL semblait, lui, l'avoir oublié. Je lui ai gentiment fait remarquer que sur un thermomètre n'était pas indiqué tempête, pluie, vent. Ce sont les indications reportées sur un baromètre. Il m'a répondu, je ne suis pas scientifique. Alors pour finir, et je le rappelle à chaque fois, car surtout ceux qui se prétendent verts semblent avoir un peu trop tendance aussi à l'oublier. Le CO2 est par photosynthèse et via la production de glucose, C6H12O6, un sucre, la nourriture indispensable et irremplaçable de la végétation, en particulier des plantes nutritives, des récoltes, tout en régénérant l'oxygène de l'air. Le CO2 dans l'air est passé en un siècle de 0,03% à 0,04%. Est-ce trop ou trop peu? Au printemps et en été, dans l'hémisphère nord, on observe chaque année une chute du taux de CO2 dans l'air, consommé par une végétation en pleine croissance, saisonnière. L'amplitude de cette chute a augmenté entre 1969 et 2013, comme mesuré ici à La Jolla, en Californie. Cette amplitude a surtout augmenté plus vite que le taux de CO2 lui-même. Preuve que la végétation semblait et semble toujours en manque de son nutriment préféré. Cet effet collatéral est donc éminemment bénéfique pour l'humanité. Le bénéfice de l'augmentation du rendement des récoltes a même été chiffré à 3 000 milliards d'euros depuis 1961. Alors, pourquoi devrions-nous le combattre alors même que l'effet minuscule sur la température n'a pas l'air de contrarier cette augmentation du rendement des récoltes? En conclusion, plus de 1350 publications dans des revues internationales à comité de lecture excluent tout risque d'un réchauffement supérieur à 2 degrés et ou insistent sur la variabilité naturelle du climat. Leur nombre a doublé depuis 2007. Ce nombre de 1350 est à comparer aux 1637 articles retournés par la base de données Web of Science en croisant les mots-clés anthropogénique, greenhouse, en français effet de serre, ou CO2, et warming, réchauffement. D'autres articles, habituellement considérés comme allant dans le sens des conclusions du GIEC, se contentent en fait soit de rapporter les observations que les chercheurs utilisent, comme je l'ai fait, pour montrer qu'il n'y a pas de corrélation entre température et CO2 atmosphérique, soit de simuler quel serait l'impact sur tel ou tel écosystème si la température montait de 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, si la température montait. Rassurez-nous, elle ne monte plus. Le catastrophisme
est uniquement basé sur les projections de modèles de climat, tout modèle est faux par définition, plus ou moins faux. Dans le cas des modèles de climat, la sensibilité climatique TCR est rapportée donc entre 0,6 et 2,5 degrés. Ils ne sont pas du tout d'accord entre eux et ils reconnaissent ainsi une incertitude de 2,5 sur 0,6, ça fait 417%. Les plus alarmistes ne sont pas validés par les mesures. Faudrait-il donc leur faire confiance alors que l'évolution du climat réel, elle, n'apparaît pas foncièrement inquiétante? Je vous remercie.